Bonjour, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. À l'approche de l'été, les stocks de sang sont faibles en Bretagne. À l'occasion de la journée mondiale des donneurs de sang, on reçoit le docteur Patrick Benoît. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le responsable départemental des prélèvements dans le département et avec vous, on fera le point sur ce geste vital. Ce mardi, nos invités réalisent des rêves et c'est bien nécessaire. Jérémy Aymon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de l'association Un Rêve, Un Sourire et depuis 10 ans, votre association créée à Brest réalise des rêves pour les enfants malades. Et à vos côtés, Eflamme, bonjour. Bonjour. Il y a 3 semaines, tu étais à Roland-Garros et vous nous parlerez tous les deux des rêves que vous avez réalisés. Et puis cette semaine, dans l'Instant Coup de Pouce, on reçoit Mathieu Kersaudy. Bonjour. Bonjour. Vous souhaitez lancer une salle de rétro gaming à Brest. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on parle de votre projet dans un instant. Mais juste avant, retour sur l'actualité de ce mardi 14 juin en Finistère et en région. Social pour ouvrir cette édition, près de 5500 personnes ont manifesté en Bretagne contre la loi travail ce mardi. Une mobilisation en baisse par rapport aux autres rassemblements du mois de mai dans la région. En revanche, 35 cars sont partis de Bretagne ce mardi direction Paris pour un nouveau grand rassemblement dans la capitale. Dans le Finistère, 600 personnes à Brest, 1500 selon les syndicats, 300 à Quimper, 250 à Quimperlé et 200 à Morlaix. Aucun incident à déclarer, si ce n'est le blocage de voies SNCF à côté de Plouigneau. Nouvelle manifestation des enseignants du collège de Kéralé à Brest. Ce lundi soir, après les conseils de classe, une vingtaine de professeurs de l'établissement ont souhaité occuper le collège durant la nuit. Vers 21h30, la police a fait évacuer les lieux. Ces enseignants réclament toujours le classement de leur établissement en REP+, réseau d'éducation prioritaire. Un statut qui offre plus de moyens pour le suivi des élèves. Les images d'Anthony Berthoud du Télégramme. Et on ouvre à présent une page santé avec le docteur Thierry Benoît. Alors vous êtes en charge des prélèvements à l'établissement français du sang dans le département. Aujourd'hui, journée mondiale des donneurs de sang. Est-ce que c'est une journée où les dons sont plus nombreux, qui a un impact ? Oui, effectivement, la journée mondiale des donneurs de sang, c'est l'occasion pour nous d'augmenter notre visibilité, d'aller au devant des donneurs, d'ouvrir nos maisons du don partout en les rendant effectivement plus visibles. On a effectivement une couverture médiatique importante, la preuve. Et en plus, c'est un rendez-vous qui est très important pour nous à cette période de l'année parce que, comme vous le disiez en préambule, les réserves actuellement sont un petit peu tendues, on va dire. Ce qui veut dire que les réserves sont faibles, c'est-à-dire ? Actuellement, en région et au niveau national, nous avons 11 jours de réserve en produits sanguins. Et il en faudrait combien ? Pour aborder l'été avec sérénité, il faudrait qu'on passe au-dessus des 15-16 jours de réserve. D'accord. Qu'est-ce qui explique ce manque de réserve, justement ? Après les attentats du Bataclan le 13 novembre dernier, il y a eu effectivement un grand élan de solidarité, il y a eu un grand élan citoyen qui a fait que les gens se sont rués dans les centres de transfusion, enfin dans les maisons du don, sur les collectes, comme un réflexe citoyen, chacun voulant aider à son niveau. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les 800 poches de sang qui ont été transfusées dans les minutes qui ont suivi les attentats, elles étaient déjà dans nos réserves. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le don du sang, c'est tous les jours. Ces réserves, il faut qu'elles soient maintenues à un niveau de sécurité toute l'année. On a besoin de combien de dons chaque année, chaque jour en Bretagne ? Alors en Bretagne, chaque jour, les besoins se montent à 600, 650 poches de sang chaque jour. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Est-ce que l'été, c'est une période où on a besoin de beaucoup de dons ? Alors l'été, traditionnellement, on a toujours besoin de dons parce que les malades, ils sont toujours là, ils ne partent pas en vacances. Par contre, la fréquentation des collectes d'été, elle a tendance à baisser un petit peu. D'où l'intérêt, effectivement, de rétablir l'état des réserves actuellement grâce à notamment cette journée mondiale des donneurs de sang où on attend beaucoup, effectivement. C'est une journée où il y a plus de dons qu'habituellement. Oui. Qui peut donner ? Redonnons les règles pour que les gens concernés se disent « Ah, moi, je peux donner ». Alors, pour donner, il faut être âgé de 18 ans minimum et on peut donner jusqu'à 70 ans révolus. Pour donner, il faut aussi faire plus de 50 kilos.
c'est réglementaire. Et pour un premier don, il faut se munir d'une pièce d'identité. Il faut être en bon état de santé? Alors, il faut être en bon état de santé, bien évidemment, mais surtout, je dirais, répondre aux critères de sélection des donneurs du sang, de sang. On peut très bien prendre un traitement et ne pas être contre-indiqué au don du sang. Ça, c'est à explorer lors de l'entretien pré-don que vous avez avec un médecin ou un infirmier, une infirmière spécialement formée à cette Donc, c'est pas parce qu'on a une pathologie pour laquelle on est suivi qu'il faut se dire je peux pas donner mon sang. Il vaut mieux aller voir un médecin, poser la question et savoir si on peut être donneur. En cas de doute, on peut téléphoner effectivement au centre, à la Maison du Don à Brest. On demande à parler à un médecin, on lui pose la question, on a la réponse. La législation est notamment en train d'évoluer pour les personnes homosexuelles, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a un nouvel arrêté sur la sélection des donneurs de sang qui va être mis en place à partir du 10 juillet de cette année. Et effectivement, il y a plusieurs évolutions, mais l'une des évolutions, effectivement, c'est l'ouverture du don du sang aux hommes qui ont eu des contacts sexuels avec d'autres hommes, à condition que ça remonte à plus de 12 mois. C'est une mesure qui existe dans d'autres pays dans le monde, les États-Unis, le Japon, l'Angleterre, l'Australie, etc. Et la France dispose actuellement de données épidémiologiques suffisantes pour garantir, si ce délai est respecté, la plus grande sécurité aussi pour les receveurs. Ça reste toujours restreint, mais ça permet un panel un peu plus important. Et d'ailleurs, ils peuvent venir à votre nouvelle Maison du Don à Brest, que vous venez d'inaugurer. C'est un nouveau lieu d'accueil, en quelques mots. On va faire des travaux effectivement très importants à la Maison du Don de la rue Félix Le Dantec. Et en attendant, pendant 2 ans et demi, on a intégré des locaux rue Jean Jaurès, près de la place de Strasbourg, où nous attendons effectivement un maximum de donneurs. Toutes les bonnes volontés. Merci beaucoup, Dr Benoît, d'être venu sur ce plateau. On laisse toutes les informations pour trouver les lieux de collecte sur notre site internet www.tbo.bzh. N'oubliez pas d'aller y jeter un œil. Vous trouverez sans doute un centre proche de votre lieu de vacances. Opération verbalisation ce mardi matin à Brest. Une vingtaine d'automobilistes stationnés dans le secteur de la gare ont eu une mauvaise surprise. Des petits papillons à 135 € ont été déposés sur leur pare-brise. En réalité, il s'agit d'amendes factices distribuées par l'association Brest à pied et à vélo qui milite pour moins de voitures dans la ville. On écoute David Rivoilin, bénévole de l'association, au micro de Frédéric Lorenzo. Cette action ne vise pas à fustiger qui que ce soit. L'idée, c'est de sensibiliser les automobilistes à leur pratique de déplacement quotidien. De les interroger, de les amener peut-être à imaginer un autre déplacement que la voiture. Le stationnement abusif sur l'espace public est susceptible d'une amende de 135 € depuis le mois de juin 2015. Encore faut-il que les voitures soient verbalisées. Ici, on est dans un espace relativement arboré. Les voitures se stationnent sur les espaces de pelouse. Et effectivement, on souhaite que la municipalité s'empare vraiment de ce problème-là et non seulement fasse de la communication, qu'elle a déjà fait l'année dernière, mais qu'elle éventuellement verbalise. Et la mairie de Brest a indiqué mener actuellement une réflexion sur le stationnement le long de la rue où s'est déroulée l'action de l'association BAPAV. Les agriculteurs du département sont en colère et celui qui cristallise toute leur attention est un oiseau, le choucas des Tours, classé espèce protégée. L'animal a détruit cette année de nombreuses plantations. Il apprécie tout particulièrement les champs de maïs. Les explications à Quimperlé d'Anaïs Plateau. Sur cette parcelle agricole à Quimperlé, face aux rangées parallèles des plants de maïs, des étendues de terre vide. Le coupable, le choucas des Tours, un oiseau protégé depuis 1987. Problème, depuis une dizaine d'années, le nombre d'oiseaux dans le Finistère a augmenté. Le département compte le plus de spécimens en Bretagne. Selon les estimations, ils étaient entre 9 425 et 15 500 couples reproducteurs en 2010. Les agriculteurs sont particulièrement touchés. Le choucas, sur certains rangs, a détruit 90% des plants. Et bon, nous, ça nous fait une perte sur les 3 hectares de la parcelle de 1 400 € à l'hectare. On est totalement impuissant puisque l'animal est protégé et qu'on n'a aucun moyen de pression pour le réguler, pour le déplacer. La Chambre d'agriculture estime la somme des dégâts à plus d'1 million € depuis 3 ans sur le département. Les mesures d'effarouchement avec des épouvantails ne fonctionnent plus.
La dispersion des animaux amène le problème sur d'autres parcelles. Aujourd'hui, la Chambre d'agriculture veut modifier le statut de l'oiseau. L'objectif, c'est d'amener effectivement l'État français à avoir une position différente et à demander à ce que le choucas puisse être éventuellement chassable et qu'il puisse avoir des interventions de régulation lorsque la situation devient difficile. Pour le Guillard, membre de Bretagne Vivante, la régulation n'est pas forcément une solution. Selon lui, le problème des agriculteurs est révélateur du modèle agricole de la région. Les choucas apprécient particulièrement le maïs. Ils n'ont pas beaucoup de prédateurs. La population risque donc encore d'augmenter. Omar Sy, François Cluzet et Michel Drucker, un trio très people pour la création du fonds de dotation du centre de rééducation Kerpap dans le Morbihan. Un fonds qui servira à financer les activités de recherche et d'innovation. Une visite qui a bien sûr ravi les patients et les soignants du centre. Le reportage d'Elvire Simon de TB Sud. Ils font une entrée tout en discrétion. L'animateur Michel Drucker, le parrain du lancement du fonds de dotation du centre de rééducation de Kerpap, a emmené avec lui le tandem d'Intouchables, les comédiens François Cluzet et Omar Sy. Toute la matinée, il rencontre les patients, discute avec les équipes médicales avant d'être accueillis en star au gymnase du centre. Merci beaucoup. C'est très gentil, merci. Il a adoré le chocolat. Merci, c'est la classe. Loin d'être intouchables, les vedettes ont répondu présents aux très nombreuses sollicitations et ça fait du bien aux patients. Je pense que c'est nécessaire aussi pour tous les patients. Hein. Ça rend, voilà, c'est bien ça réchauffe le cœur de voir des célébrités ici. Et puis voilà, c'est plutôt pas mal comme acteurs. Hein. Suite à leur film Intouchable, c'est très bien. Les gens étaient contents de cette journée parce que ouais, autant les professionnels parce qu'ils n'ont pas l'habitude de croiser des stars et autant les patients parce que je trouve ça plutôt cool d'avoir affaire à des stars qui viennent chez eux en fait. Tous les enfants, je crois que les enfants étaient hyper excités d'être ici. Un bonheur pour tout le monde et surtout l'occasion d'attirer la lumière sur le lancement d'un fonds de dotation pour le centre. Objectif, financer la recherche par le mécénat. Kerpap teste actuellement 18 projets de soins, comme par exemple cet exosquelette ou encore cette aide à la rééducation. C'est un appareil qui est destiné à alléger le poids du corps des personnes pour faciliter la marche et reprendre une marche le plus précocement possible. C'est des systèmes qui valent très cher. On a souhaité créer le fonds de dotation pour compléter les financements publics. Avec la crise, les fonds qui viennent de la sécurité sociale n'augmentent pas. Et pour pouvoir continuer à innover, à répondre aux besoins des patients, il fallait s'associer aussi à des financements privés. On a un budget de fonctionnement de 40 millions d'euros pour faire tourner l'établissement. Mais comme on accompagne des projets de vie très particuliers avec des besoins sur mesure pour certains patients, il faut qu'on puisse continuer à avoir des outils qui répondent aux attentes de demain. Le centre espère ainsi récolter la somme de 1 à 2 millions d'euros par an. Et il est possible de donner pour le centre sur le site fonds-kerpap.bzh. Nos invités réalisent des rêves et qui sait si ça fait du bien de rêver. Ils nous disent comment ils font, c'est l'instant invité. Jérémy Aymon, vous êtes le président d'Un rêve, un sourire. À vos côtés et Flamme de Carmoisan qui a vu son rêve, un de ses rêves, se réaliser. Alors avant de parler de ton rêve, et Flamme, on va revenir sur l'association Un rêve, un sourire, créée il y a 10 ans en Finistère. Rappelez-nous comment s'est créée cette association. C'était il y a 10 ans. J'étais lycéen à l'époque, je venais d'avoir 18 ans et j'avais pour projet de créer des projets, des rêves pour les enfants qui sont en situation de pathologie chronique ou de handicap. Ça faisait très longtemps et le lendemain de mon anniversaire, j'ai déposé l'association Un rêve, un sourire en préfecture de Brest. Pourquoi ce sujet particulièrement vous donnait envie Je sais pas, c'est quelque chose qui me touchait. J'ai pas de personne dans mon entourage qui souffre de pathologie ou de handicap, mais c'est quelque chose que je devais faire pour les aider et essayer de leur apporter un petit peu de bonheur. Qui peut bénéficier d'un rêve? Ça s'adresse à qui cette association? Alors nous, on est basé à Brest depuis peu. On était avant sur Ploudaniel, maintenant on est à Brest et on réalise les rêves des enfants, de tous les enfants de toute la France qui ont entre 7 et 17 ans et qui ont soit un handicap physique, un handicap mental ou une pathologie chronique. Donc cette année, on l'a dit, vous célébrez vos 10 ans et vous allez sûrement réaliser votre 100e rêve. Combien de demandes chaque année vous recevez ?
On a beaucoup de demandes chaque année. Au fur et à mesure des années qui passent, le nombre de demandes augmente, donc c'est un nombre important. On doit malheureusement faire des choix parfois. C'est difficile de dire non. On aimerait dire oui à tout le monde et c'est parfois compliqué, mais quand on voit ce qu'EFLAM a pu réaliser, c'est ça notre récompense. Et justement, parmi ceux qui ont pu réaliser leurs rêves, il y a EFLAM. Alors, tu as 16 ans, tu as une maladie qui affecte tes capacités motrices. Et raconte-nous ce que tu as vécu il y a quelques semaines. Fais-nous rêver un peu. Mon petit frère m'a inscrit à l'association pour aller voir Roland Garros. En secret. Oui. C'était une surprise. Oui, il n'y avait que mes parents et lui au courant. Et du coup, moi, je devais partir à Paris pour des examens à Robert-Debré. Au final, Dominique, le bénévole, est venu et il m'a dit « Tu pars pas faire des examens, même pour un rêve. » C'était mieux. Ouais. Et du coup, on a pris l'avion à Brest et on est parti voir Roland Garros. Tu es resté combien de jours à Roland Garros? 2 jours. 2 jours. Donc, tu as pu assister à des matchs? Oui. Donc, tu as vu des matchs avec qui, par exemple? Djokovic, Murray, Nishikori. Et ça, c'est parce que tu aimais le tennis. J'imagine qu'on t'a pas envoyé à Roland Garros sans raison. J'en ai fait pendant 7 ans et j'ai dû arrêter à cause de mes problèmes de santé. D'accord. Et tu as aussi rencontré Nelson Montfort. Oui. C'était le tennis un peu à côté, pour le coup. Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait, ces 2 jours de rêve, voilà, avec la fédération, sur le site de Roland Garros? Quand j'y étais, j'y croyais pas, en fait. Je me croyais vraiment dans un rêve. Et je m'en suis rendu une fois que je suis rentrée chez moi. Le retour à la réalité. Ouais, c'est ça. Ouais. Quel impact ça a sur le moral, ce genre de moment? C'est très émouvant, surtout quand on sait que c'est notre petit frère. Et sinon, c'était juste top, quoi. Jérémy, vous arrivez à mesurer l'impact de ces rêves sur les malades? Vous ressentez le bénéfice? Oui, on ressent ce bénéfice-là parce que du coup, on suit tous les enfants. Aujourd'hui, Flamme est avec moi chez vous, Julie. On le suit. Il y a vraiment un lien particulier qui se crée avec l'enfant entre chaque bénévole. Et on voit des évolutions, parfois des évolutions positives au niveau de la maladie, au niveau de l'acceptation de l'enfant, de sa pathologie ou de son handicap. Et puis, l'échange aussi à travers son rêve sur sa différence dans les écoles. On va beaucoup dans les écoles aussi présenter ce que l'on fait. Et les enfants, entre eux, échangent et Flamme me parlait tout à l'heure de ses camarades qui disaient qu'ils avaient le seum, c'est ça? Oui. Le seum, voilà. C'était un petit peu jaloux, du coup, on va traduire pour ceux qui ne connaissent pas le seum. Tu n'étais pas tout seul à Roland Garros, tu étais avec un autre enfant, Clément. Oui. C'est important de partager ces moments aussi? Ouais, c'était... d'un côté, j'étais content aussi d'avoir un autre jeune à côté de moi pour me rendre compte qu'on avait aussi... Enfin, que j'étais pas seul à vivre ce rêve, que j'étais avec d'autres personnes. Comme lui et son papa et moi, ma maman qui est venue. Et ma mère aussi en rêvait, parce qu'elle adore le tennis. Donc ils ont accompli le rêve pour 2 personnes, enfin même plus, au lieu que tout seul, quoi. Oui. Donc c'était très bien. Combien de temps vous mettez pour préparer un rêve, par exemple celui des Flammes, l'aéroport, l'arrivée, la prise en charge, voilà, sur le site, 2 jours à Roland Garros, il y a l'hébergement. C'est une grosse préparation quand même, on imagine. Ah oui, c'est une très très lourde logistique avec beaucoup d'interventions extérieures où on doit contacter la Fédération française de tennis par exemple pour EFLAM. Donc c'est des contacts qu'il faut essayer de trouver, arriver à trouver les bonnes personnes et puis rendre tout ça généreux, dans la solidarité. Et Flamme a aussi participé dans un projet avec l'association du Rotaract de Brest qui nous a aidés dans ce projet-là aussi. Voilà, c'est tout cet élan. Il faut des partenaires, des bénévoles. L'association agit sur toute la France. Combien de bénévoles participent au quotidien avec vous? Alors dans mon équipe, on est à peu près une 50aine de bénévoles, une 50aine d'adhérents que je remercie infiniment en tout cas d'être là à mes côtés en tout cas. Et maintenant qu'on est à Brest depuis quelques semaines, on recherche justement des nouvelles personnes qui pourraient nous aider à réaliser toujours plus de rêves et puis atteindre cet objectif de 100 rêves. Du 100 rêves pour les 10 ans. Vous allez donc fêter vos 10 ans cette année. Plusieurs événements sont prévus, notamment un grand loto au Parc des Expositions de Brest le 26 juin, mais aussi un concert le 24 septembre
septembre à Plougastel avec Émile et Images, Cookie Dingler, Jean-Pierre Madère. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. De belles histoires, ça fait du bien. Et on retrouve toutes les informations pour soutenir un rêve, un sourire sur notre site internet. Notre prochaine invitée a aussi un rêve. Nous allons essayer de l'aider, mais surtout, vous pouvez l'aider. C'est l'instant coup de pouce. Et pour cet instant coup de pouce, on va quitter le plateau pour se rendre autour de cette télévision. On parle rétro gaming avec vous, Mathieu Kersedi. Alors avant de détailler votre projet, on est en face d'une NES. C'est ça, NES pour Nintendo Entertainment System. C'est une console qui date de combien de temps? Alors cette console a 32 ans, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure je crois. Elle est sortie en France en 1985 ou en fin d'année 1984. Elle est sortie au Japon avant ça en 1982 et 83 sous le nom de Famicom. C'est une console que beaucoup de gens ont eu dans leur foyer. Ça va rappeler plein de souvenirs à nos téléspectateurs. Le rétro gaming, c'est ça, c'est jouer avec des vieilles consoles. Ouais. On va jouer à quoi là par exemple? Alors si moi j'essaye, je prends la console. Alors j'appuie sur A ou sur Start. A ou Start. Voilà, ok, donc on joue à Mario Bros. Le principe du rétro gaming, c'est de jouer à... Il faut appuyer sur Start. Sur Start, voilà. Hop, ça y est, on est parti. Le principe du rétro gaming, c'est de jouer avec des vieilles consoles. Voilà. C'est ça. Donc là, on court, tac, tac. Et alors, vous voulez donc créer un lieu où on peut jouer à ces consoles, à plein de vieilles consoles comme ça, à Brest. Expliquez-nous un peu le principe de votre projet. En fait, le lieu, on l'a déjà. On a fait beaucoup de démarches, notamment avec la maison de quartier de Lambézélec qui nous a fourni généreusement et gratuitement surtout un local. D'accord. Par contre, on n'a pas de matériel. Et c'est pour ça qu'on cherche des consoles et puis des fonds pour pouvoir organiser des tournois, pour pouvoir organiser des festivals. Et surtout, à terme, le vrai but de l'association, c'est dommage. Le but de l'association, oui, allez-y. C'est de créer donc à terme un musée associatif du jeu vidéo de leur début à nos jours. Et que donc non seulement les gens pourraient regarder les consoles, voir leurs histoires, mais en plus y jouer ensuite de manière conviviale. Et puis un moment de partage entre parents et enfants, parce que vous disiez c'est une console qui a plus de 30 ans et beaucoup d'adolescents, j'imagine, ne connaissent pas ce genre de jeu. C'est aussi faire découvrir. Pour ça, vous avez lancé un financement participatif sur la plateforme Kengo. Vous avez besoin de 1 000 €. À quoi va servir cet argent ? Alors notamment, ça va servir à rembourser certains frais, notamment pour l'assurance, parce qu'on a dû payer une assurance pour que les gens et le matériel soient en sécurité dans les locaux. C'était obligatoire pour la maison de quartier. L'inscription au journal officiel pour être vraiment répertorié comme association de loi 1901. Et puis bien sûr, acheter du matériel, quelques télés comme celle-ci. On en trouve des vieilles consoles comme ça coûte combien une NES maintenant comme ça? Alors aujourd'hui, si on cherche, admettons sur le vide-grenier, le Bon Coin, sur des brocantes, des foires aux puces, on peut les trouver pour environ 40-45 €, une cinquantaine. Souvent fournis qu'une manette et des câbles, mais on les trouve très souvent seuls et pas toujours fonctionnels. C'est pas pareil que de jouer aujourd'hui avec un smartphone où on voit même les casques de réalité virtuelle qui commencent à arriver. Voilà. C'est pas la même philosophie de jouer avec ça? Quel plaisir ça vous... Ça m'aide à découvrir en fait d'où vient cette passion du jeu vidéo, parce qu'évidemment quand j'ai commencé, ça existait bien avant moi. Ouais. J'ai commencé justement avec ce jeu-là que j'ai pris soin d'amener. Ça va rappeler des souvenirs pour les Game Boy. C'est mon tout premier jeu, Pokémon, la version jaune, sorti en 2000 sur Game Boy Color et Game Boy tout court. Et y jouer, ça m'a vraiment lancé dans les jeux vidéo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire rêver les autres personnes pour qu'elles découvrent, que les gens qui n'aient pas connu cette vieille cartouche et les cartouches d'avant... le plaisir de jouer en 2D. Puissent découvrir ce que c'était avant de comprendre ce que c'est devenu aujourd'hui pour voir la vraie transition. Est-ce que c'est un petit peu du patrimoine maintenant? Quand c'est un objet à 30 ans, c'est vrai que ça commence à rentrer dans l'histoire. Tout à fait. C'est pour ça que dans l'objet de l'association, en fait, on a vraiment à cœur, et c'est écrit dans les statuts, de protéger le patrimoine vidéoludique. Patrimoine vidéoludique. C'était mieux avant? Vous préférez jouer sur ça? Oui et non, parce que souvent ce jeu comme Mario, c'était prévu pour des enfants assez jeunes, 7, 8, 9 ans, voire moins. Et c'était d'une difficulté vraiment ahurissante pour certains jeux. Alors qu'aujourd'hui, pour des jeux qui sortent pour plus de 18 ans, écrits sur la boîte, on a 5 et on peut le terminer. D'accord. Bon, je suis contente parce que j'ai réussi à aller plus loin que je vais d'habitude. C'est-à-dire que j'ai réussi à avancer. D'habitude, je meurs très vite sur ce genre de choses. Je vous laisse faire une petite partie pour nous. Donc là, il reste 2 secondes de timer, donc je vais devoir recommencer, mais il me reste une vie. Voilà, vous êtes mort. Je suis désolée. Voilà, j'ai gagné, je crois. Non, j'ai triché du coup. Chance. Donc je vais essayer de l'optimiser. Hop.
Donc on va essayer d'éviter les monstres parce que du coup là, j'ai pas de champignons qui... Voilà. Et ben voilà. Merci beaucoup Mathieu Garcedi en tout cas d'être venu nous présenter ce projet. Toutes les infos sur notre site internet. Et on enchaîne tout de suite avec le Focus Programme. Et mercredi à 18h30, notre exploratrice des îles, Laura Corsi, s'intéresse à l'éducation et à l'entrepreneuriat. Comment les jeunes insulaires imaginent leur carrière professionnelle? Réponse dans ce nouveau numéro du magazine Idéil et on regarde tout de suite un extrait. Plusieurs d'entre eux considèrent que l'île ne leur offre que peu de perspectives professionnelles. Partant de ce constat, le fonds de dotation Perspective, basé à Belle-Île-en-Mer, l'Université de Bretagne occidentale et l'Association des îles du Ponant ont décidé de présenter les résultats du programme de recherche Idéil sur l'entrepreneuriat insulaire aux élèves de collège. Et le magazine Idéil, c'est donc à suivre ce mercredi sur notre antenne à 18h30. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouvez évidemment tout ce programme sur notre site internet. Et puis vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve demain, même heure. Bonne soirée.